Le royaume wisigoth, qui avait dominé la majeure partie de la péninsule ibérique pendant 3 siècles, arriva au début du 8e siècle profondément affaibli. Les tensions internes entre factions nobiliaires avaient érodé toute idée de continuité institutionnelle et la monarchie élective wisigothe était devenue un champ de bataille permanent où chaque succession ouvrait de nouvelles blessures. La mort du roi Witiza, vers 710, déclencha une crise successorale opposant les partisans de Rodrigo, élus par une partie de la noblesse de Tolède, à ceux d'Agila II, réfugiés dans la vallée de l'Èbre et en Septimanie. Cette division laissa le royaume sans direction unifiée, au moment même où la menace extérieure, provenant d'Afrique du Nord, grandissait silencieusement de l'autre côté du détroit. Tandis que, dans la péninsule, se multipliaient les rivalités aristocratiques, au Maghreb se consolidait le pouvoir musulman sous les gouverneurs omeyyades d'Ifriqiya, qui utilisaient des troupes berbères récemment islamisées pour étendre leurs frontières. Le gouverneur Moussa ibn Nusayr avait achevé la conquête de l'Afrique du Nord quelques années auparavant et considérait Al-Andalus comme une extension naturelle de l'élan expansif de l'islam. Les sources arabes postérieures mentionnent des contacts entre Moussa et certains nobles wisigoths mécontents de Rodrigo, qui auraient offert leur soutien pour affaiblir le monarque en échange du maintien de leurs privilèges. Il est impossible de déterminer l'ampleur réelle de ces alliances, mais la narration coïncide sur un point. La fracture wisigothe fut le premier facteur facilitant l'incursion musulmane. Le premier mouvement militaire significatif fut entrepris par Tariq ibn Ziyad, un général berbère sous les ordres de Moussa. Au printemps 711, il traversa le détroit avec un contingent estimé entre 7 et 12 000 hommes, probablement une force légère et très mobile composée en majorité de berbères. Le débarquement eut lieu près du rocher qui porterait plus tard son nom, Jabal Tariq, Gibraltar. De là, il avança vers le nord, rencontrant peu de résistance organisée dans les premiers jours. Rodrigo, qui se trouvait au nord pour combattre une révolte vasconne ou inspecter ses domaines, dut regrouper en hâte ses forces pour faire face à la menace. Les armées s'affrontèrent quelque part près du Guadalete ou du Barbate, dans un lieu exact encore discuté. La bataille, livrée en juillet 711, devint rapidement le symbole de l'effondrement wisigoth. Les chroniques postérieures racontent que certains nobles partisans de Witiza, rancuniers envers Rodrigo, abandonnèrent volontairement le champ de bataille ou même changèrent de camp en pleine lutte, provoquant l'effondrement des lignes chrétiennes. Rodrigo disparut au combat. Son corps ne fut jamais identifié avec certitude, alimentant des légendes ultérieures sur son destin. Après Guadalete, la conquête musulmane cessa d'être une simple incursion et devint une campagne expansive. Tariq, conscient du vide de pouvoir, avança vers le cœur du royaume sans rencontrer de résistance unifiée. Il prit Essija et marcha vers Tolède, où la noblesse avait fui, laissant la capitale ouverte aux troupes musulmanes. Moussa ibn Nusayr, surpris par la rapidité des événements, traversa également le détroit en 712, avec une armée plus grande et mieux équipée pour régulariser la conquête et assurer un contrôle plus stable. Ensemble, ils entreprirent une offensive coordonnée qui culmina avec la prise de Mérida, Saragosse, Tarragone et d'une grande partie de la Tarraconaise en à peine 2 ans. Dans chaque ville conquise furent établis des pactes, des capitulations ou, dans certains cas, des soumissions plus dures. Le système musulman d'incorporation territoriale offrait différentes formules d'intégration, depuis des accords respectant les propriétés et la liberté religieuse en échange de tribus jusqu'à des occupations militaires directes. Cela accéléra l'absorption du territoire wisigoth car de nombreuses communautés locales préféraient négocier plutôt que résister. L'aristocratie wisigoth survivante se trouva divisée. Certains fuirent vers les montagnes du nord, d'autres négocièrent avec les nouveaux gouvernants afin de conserver une partie de leur prébende. En 714, à peine 3 ans après le débarquement initial, presque toute la péninsule était sous contrôle musulman. Les forces de Moussa et Tariq avaient réalisé une expansion inconcevable en Europe en si peu de temps. Les rares zones qui résistèrent ou restèrent hors du contrôle musulman furent les régions montagneuses du nord, en particulier les Asturies et la Cantabrie, difficiles d'accès et dotées de structures de pouvoir moins centralisées. Là, certains nobles wisigoths, guerriers locaux et chefs tribaux commencèrent à se réorganiser, donnant naissance aux premiers foyers de résistance chrétienne.
Lorsque Moussa et Tariq furent appelés à Damas pour rendre compte de leurs actions devant le calife, la conquête était déjà un fait irréversible. L'administration militaire laissa place à une structure civile et Al-Andalus émergea comme une nouvelle province de l'empire omeyyade. L'ancien royaume wisigoth disparaissait, remplacé par une autorité différente dans la politique, la religion, la culture et l'organisation sociale, tandis que dans les montagnes du nord se formait la réponse qui marquerait les siècles suivants, car c'est de là que surgirent les premiers noyaux chrétiens de résistance. L'émergence des premiers noyaux chrétiens, 8e siècle. Lorsque l'ancien ordre wisigoth s'effondra presque totalement après la conquête musulmane, la résistance chrétienne n'apparut pas comme un projet politique clair, ni comme une restauration consciente du royaume perdu, mais comme une réaction dispersée, locale et fragmentée. La fuite de nobles, de clercs et de soldats vers les montagnes du Nord n'obéissait pas à un plan stratégique, mais à la simple nécessité de survivre. Dans ces terres abruptes des Asturies, de la Cantabrie et d'une partie de la Galice, où la géographie rendait difficile tout contrôle centralisé, commencèrent à se réunir des groupes hétérogènes composés de populations locales, de restes de la noblesse wisigothe et de communautés montagnardes aux traditions propres. C'est dans ce contexte incertain qu'apparaît la figure de Pelayo, personnage entouré de légendes mais considéré comme le symbole fondateur de la résistance chrétienne. Les chroniques musulmanes le mentionnent à peine. Les chrétiennes le décrivent comme un noble wisigothe au service de Rodrigo qui, après la défaite, se réfugia dans les Asturies. Il est probable que Pelayo fut, plus qu'un chef national, un leader local capable d'unifier plusieurs clans et groupes disposés à résister à l'autorité musulmane récemment implantée dans la région. Quelle que soit son origine exacte, son leadership coïncida avec un moment de désorganisation du nouveau pouvoir andalou dans le nord, ce qui permit l'apparition d'une zone autonome. L'expansion initiale musulmane avait été rapide mais non absolue. Les walis envoyés depuis Cordoue établirent des garnisons dans les villes importantes et conclurent des pactes avec d'autres populations. Mais ils ne parvinrent jamais à contrôler efficacement les vallées étroites, les villages dispersés et les montagnes difficiles à traverser. Ce manque de présence solide permit aux leaders locaux de rétablir des structures de pouvoir qui, à l'époque wisigothe, avaient été éclipsées par l'autorité de Tolède. À cela s'ajoutait la pression fiscale et administrative accompagnant le nouveau pouvoir. Bien que de nombreuses communautés aient accepté des pactes, d'autres évitèrent de se soumettre ou ne le firent que nominalement. La consolidation de Pelayo comme figure de résistance se manifesta dans un épisode qui marquerait la mémoire historique, la bataille de Covadonga. Vers 722, un petit contingent musulman dirigé par un gouverneur local tenta de réprimer la rébellion croissante dans la région. Les forces de Pelayo, connaissant parfaitement le terrain et réfugiées dans la grotte de Covadonga, réussirent à repousser les troupes envoyées depuis Dijon. Bien que les chroniques postérieures aient amplifié la dimension de l'affrontement, il est probable qu'il s'agit d'une escarmouche réduite mais symboliquement décisive. Pour la première fois, une force chrétienne avait résisté et repoussé une attaque musulmane. Covadonga ne modifia pas l'équilibre militaire de la péninsule, mais établit un précédent psychologique et politique. À partir de ce moment, le petit groupe dirigé par Pelayo commença à s'organiser comme une entité autonome. Le nouveau royaume, qui prendrait le nom d'Asturies, étendit peu à peu son contrôle sur les zones environnantes, intégrant des territoires restés hors de portée directe de l'administration d'Al-Andalus. La capitale fut d'abord installée à Cangas de Onís, puis à Pravia et Oviedo, reflétant sa consolidation progressive. Après la mort de Pelayo, son fils Favila, puis Alfonso Ier consolidèrent les bases du nouveau royaume. Alfonso, marié à Hermesinda, fille de Pelayo, utilisa les alliances familiales pour renforcer la légitimité dynastique. C'est lui qui entreprit les premières expéditions vers la Galice et la Meseta, non pour récupérer des territoires de façon permanente, mais pour réaliser des incursions de harcèlement et repeupler des zones désertées par l'avancée musulmane ou abandonnées après la conquête initiale. Cette politique de pression constante permit d'élargir la zone contrôlée par les Asturies sans affronter directement les grandes garnisons andalouses. La résistance chrétienne du 8e siècle ne forma pas un bloc unifié.
Tandis que les Asturies consolidaient leur noyau, d'autres régions comme le Pays basque, les Pyrénées occidentales et certaines zones de Navarre maintenaient des structures indépendantes, certaines coopérant avec les musulmans, d'autres résistant selon leurs intérêts locaux. La diversité politique du Nord contrastait avec la puissante organisation d'Al-Andalus, qui depuis Cordoue commençait à développer un système administratif solide sous les émirs omeyyades. L'Église joua un rôle fondamental durant cette phase initiale. Les évêques ayant fui le sud apportèrent avec eux des reliques, des manuscrits et des structures ecclésiastiques qui agirent comme éléments de cohésion culturelle. La restauration de la vie diocésaine dans le nord renforça non seulement l'identité chrétienne, mais légitima également l'autorité des nouveaux rois asturiens, présentés comme les continuateurs spirituels de l'héritage wisigoth. La reconstruction du pouvoir chrétien dans le nord s'accéléra vers la fin du 8e siècle sous Alfonso II, qui transféra la capitale à Oviedo et en fit un centre politique, religieux et culturel. Son règne marqua le passage d'un leadership de résistance à une monarchie organisée, capable d'envoyer des ambassades à Charlemagne et d'établir des liens diplomatiques avec des puissances européennes. Sous son autorité commença à s'articuler une identité chrétienne péninsulaire, regardant à la fois vers le passé wisigoth et vers les modèles carolingiens. À partir de ces noyaux, la résistance chrétienne se structura progressivement et commença à s'étendre lentement vers le sud, préparant les bases d'une rivalité territoriale qui durerait des siècles et prendrait une nouvelle dimension lorsque Al-Andalus consoliderait son pouvoir sous l'émirat de Cordoue. La consolidation d'Al-Andalus et l'émirat de Cordoue. Après la fulgurante conquête du territoire wisigoth, Al-Andalus fut officiellement intégré au monde islamique comme une province dépendante du califat omeyyade de Damas. Mais ce qui avait commencé comme une expansion militaire se transforma en quelques années en un ensemble politique propre, doté de dynamiques internes complexes et d'une adaptation rapide à la réalité péninsulaire. Entre 714 et 750, les walis envoyés depuis l'Afrique du Nord gouvernèrent depuis Cordoue, administrant un vaste territoire où coexistaient des musulmans arabes, des berbères récemment islamisés, des chrétiens et des juifs soumis par des pactes, ainsi que des communautés rurales qui avaient à peine eu de contact avec les nouveaux gouvernants. Le processus de consolidation ne fut pas exempt de tensions. Les contingents arabes et berbères, bien qu'unis dans la conquête, entrèrent rapidement en conflit pour des privilèges, le partage des terres et l'accès au pouvoir. Les Arabes, minoritaires mais politiquement dominants, revendiquaient les meilleurs territoires pour leur lignage, tandis que de nombreux Berbères furent envoyés dans des régions montagneuses ou moins fertiles, ce qui engendra des ressentiments qui se manifesteraient dans plusieurs révoltes. En outre, la distance avec Damas compliquait la supervision directe, accordant aux walis une marge de manœuvre considérable pour agir selon leurs intérêts. L'année 750 marqua un tournant. La dynastie omeyyade tomba en Orient après la révolution abbasside et presque tous ses membres furent assassinés. Un seul réussit à s'échapper, Abd al-Rahman ibn Muawiyah, un jeune prince qui traversa l'Égypte, le Maghreb et parvint finalement en Al-Andalus en 755. Il y trouva un scénario agité avec des factions arabes et berbères en conflit et une autorité provinciale incapable de maintenir l'ordre. Abd al-Rahman profita de ce vide de pouvoir et, avec l'appui de clients omeyyades et de mécontents locaux, s'empara de Cordoue en 756, se proclamant émir indépendant. Il ne rompit pas formellement avec le califat abbasside, mais établit en pratique un État autonome sous la légitimité de son lignage. L'émirat de Cordoue se consolida rapidement comme la force politique la plus stable de la péninsule. Depuis la capitale, Abd al-Rahman Ier réorganisa le système fiscal, favorisa l'arrivée de nouvelles vagues d'Arabes et de Syriens et créa une armée professionnelle dépendant directement de son autorité. Ces mesures limitèrent le pouvoir des tribus et rééquilibrèrent le territoire sous le contrôle de l'État. Les révoltes internes, fréquentes au cours des premières décennies, furent réprimées par une combinaison de diplomatie et de coercition, permettant à l'émir de poser les bases d'un gouvernement centralisé. L'administration de l'émirat se caractérisa par une efficacité notable. Cordoue, avec son pont sur le Guadalquivir, ses murailles et sa population croissante, devint un centre politique et économique.
L'agriculture connut des avancées significatives grâce à l'introduction de techniques d'irrigation, de nouveaux cultifs tels que les agrumes, le riz, la canne à sucre ou le coton, ainsi qu'à l'amélioration de systèmes hydrauliques hérités de l'époque romaine et wisigothique. Le commerce prospéra grâce aux connexions avec le monde méditerranéen islamique, attirant artisans, marchands et savants. Les villes andalouses se remplirent de marchés, d'ateliers et de caravansérails qui dynamisèrent une économie en expansion. La coexistence entre communautés religieuses fut une autre caractéristique de cette période. Les chrétiens et les juifs, sous le statut de dhimis, pouvaient conserver leur foi, leurs tribunaux et une partie de leurs biens en échange de tribus spécifiques. Bien que ce système impliquât une inégalité juridique, il garantissait aussi un degré de protection et de stabilité inconnu dans d'autres régions de l'Europe de l'époque. Beaucoup de chrétiens s'arabisèrent progressivement, adoptant la langue, les coutumes et les modes de vie musulmans, donnant naissance aux mozarabes. L'émirat impulsa également le développement culturel. À partir de la seconde moitié du 8e siècle, Cordoue commença à attirer poètes, juristes et penseurs de diverses régions du monde islamique. Des bibliothèques, des écoles juridiques et des espaces de débat intellectuel furent introduits, préparant le terrain à l'éclat que la ville atteindrait plus tard. L'art omeyyade, inspiré de traditions orientales mais adapté aux particularités hispaniques, donna naissance à des mosquées, palais et complexes administratifs qui transformèrent le paysage urbain. Cependant, cette consolidation n'élimina pas totalement les foyers de conflit. Plusieurs régions, comme la Marche supérieure centrée sur Saragosse, maintinrent des tendances autonomistes et protagonisèrent des soulèvements périodiques. Parfois, les gouverneurs frontaliers eux-mêmes pactisaient avec les rois chrétiens du Nord pour affaiblir l'émir. Il existait aussi des tensions entre les groupes arabes caïssites et kalbites, dont les affrontements reflétaient d'anciennes rivalités tribales venues d'Orient. Ces conflits internes consommèrent une grande partie des ressources de l'émirat pendant des décennies. Pendant ce temps, au nord, la résistance chrétienne continuait de se renforcer. Le royaume des Asturies, né comme un bastion marginal, poursuivait son expansion vers la Galice et la Meseta. Les expéditions militaires des émirs dans cette région se limitaient souvent à des représailles et des pillages, sans intention d'occuper durablement des territoires difficiles à contrôler. Cette dynamique créa une frontière mobile mais relativement stable qui permit aux deux mondes de se développer parallèlement. À la fin du 8e et au début du 9e siècle, l'émirat entra dans une phase de maturité sous le règne de Hicham Ier, puis d'Al-Hakam Ier, qui continuèrent à renforcer les institutions créées par Abd al-Rahman Ier. Les révoltes internes restaient un défi, mais l'autorité centrale demeura ferme. Cordoue se consolida comme l'un des pôles culturels les plus importants de l'Occident islamique, tandis que la structure politique d'Al-Andalus s'affirmait face aux pressions externes. L'expansion chrétienne précoce, 9e-10e siècle. Tandis que l'émirat de Cordoue atteignait une organisation plus solide, les petits noyaux chrétiens du Nord évoluaient lentement vers des entités politiques capables de soutenir des campagnes militaires, de repeupler des territoires et de projeter leur pouvoir au-delà de leurs montagnes originelles. L'expansion chrétienne entre les 9e et 10e siècles ne fut ni linéaire ni uniforme, mais elle marqua le moment où le Nord cessa d'être un refuge résiduel pour devenir un ensemble de royaumes aux ambitions croissantes et aux structures administratives de plus en plus complexes. Le royaume des Asturies, né comme un foyer de résistance, connut sa première grande transformation sous le règne d'Alphonse II. Depuis sa cour à Oviedo, le monarque entreprit une profonde réorganisation politique et institutionnelle inspirée de modèles carolingiens. Il renforça la monarchie, impulsa la restauration d'évêchés, protégea la copie de manuscrits dans les monastères du Nord et encouragea la construction d'un style architectural propre, le pré-roman asturien, qui témoignait de l'essor culturel du jeune royaume. Pendant son règne se développa aussi une légende qui aurait un immense impact politique, la découverte du tombeau de l'apôtre Jacques à Compostelle. Cette découverte, qui attira des pèlerins et renforça l'identité chrétienne de la région, fit de la Galice un pôle religieux important et donna aux Asturies une aura spirituelle projetant leur légitimité au-delà de leurs frontières. Militairement, Alphonse II mena des campagnes sporadiques vers la Meseta, profitant des tensions internes de l'émirat, mais sans établir de contrôle permanent sur les terres conquises. Son successeur, Ramir Pamma,
dut affronter des conflits internes et des défis musulmans, comme la célèbre expédition de 844 dans laquelle une flotte viking remonta la côte atlantique jusqu'à Gijón et la Corogne, étant finalement repoussée dans les environs de l'actuel Pontevedra. Ces attaques démontrèrent la vulnérabilité des royaumes chrétiens, mais aussi leur capacité à mobiliser rapidement des troupes. La véritable expansion territoriale arriva avec Ordonio Prem et surtout avec son fils Alphonse III. Sous Ordonio, les chrétiens lancèrent des campagnes plus systématiques dans la vallée du Duero, profitant du fait qu'une grande partie de cette région était restée semi-déserte après des décennies d'escarmouches entre musulmans et chrétiens, ainsi qu'à cause de mouvements de population provoqués par les razzias andalouses. Ces zones, connues comme des « terres de personnes », constituaient une frontière fluctuante où villages, forteresses et pasteurs coexistaient dans un équilibre instable. Alphonse III porta ce processus à un niveau supérieur. Considéré comme l'un des monarques les plus puissants des premières Asturies, il mena des campagnes profondes vers le sud, allant jusqu'à assiéger Saragosse en alliance ponctuelle avec des rebelles muladis de la vallée de l'Èbre. Son règne consolida l'occupation chrétienne de la vallée du Duero et favorisa une politique de repeuplement qui transforma irréversiblement la géographie humaine de la Meseta. Monastères, nobles et communautés libres reçurent des terres à cultiver et à peupler durablement, créant un réseau d'établissements agissant comme barrière défensive face aux attaques musulmanes. Le repeuplement fut en soi une entreprise stratégique. Des villes abandonnées depuis des générations, comme Zamora, Toro ou Dueñas, furent reconstruites. Des bourgs et villages furent fondés, et des fortifications furent bâties en points clés du Duero. La frange repeuplée ne servit pas seulement de tampon contre de possibles offensives du Sud, mais donna aussi au royaume accès à des ressources agricoles jusque-là inaccessibles. Cette expansion démographique consolida le pouvoir asturien, mais obligea aussi à un processus de réorganisation politique qui culmina avec la division du royaume entre les fils d'Alphonse le Grand. Le résultat fut la transformation des Asturies en les royaumes de Léon, de Galice et des Asturies proprement dites, Léon devenant le centre politique prédominant. Tandis que la Castille commençait comme un petit comté dépendant de Léon, sa position frontalière lui conféra le caractère militaire et austère qui marquerait son identité future. À la fin du IXe et au début du Xe siècle, les comtes castillans, initialement vassaux léonnais, construisirent un dense réseau de châteaux et de villages fortifiés qui donnèrent leur nom à la région. Des figures comme le comte Rodrigo ou Gonzalo Fernandez renforcèrent l'autonomie locale grâce à des alliances internes et à des stratégies militaires destinées à protéger le territoire contre les razzias venus d'Al-Andalus. Simultanément, dans les Pyrénées surgit un autre centre politique important, le royaume de Pampelune, ancêtre du futur royaume de Navarre. La famille Iniga et plus tard la dynastie Jimena dirigèrent un territoire alternant entre alliances chrétiennes et pactes avec Cordoue selon les circonstances. Pampelune contrôlait des routes commerciales essentielles et exerçait une influence sur les terres basques, devenant un acteur stratégique sur la frontière avec la Marche supérieure andalouse. En Aragon et dans les comtés pyrénéens orientaux, qui donneraient plus tard forme à la Catalogne, l'expansion chrétienne suivit un rythme différent. Ici, l'influence carolingienne fut décisive. Charlemagne et ses successeurs établirent la Marche hispanique comme zone tampon entre l'Empire franc et Al-Andalus. Des comtés comme Barcelone, Urgel, Gérone et Osona naquirent sous autorité franque, bien qu'ils gagnassent progressivement en autonomie. La reconquête précoce dans cette région se concentra sur le contrôle des vallées pyrénéennes et l'assurance des communications avec les passages montagneux, évitant les affrontements directs avec Cordoue. Le Xe siècle vit aussi le renforcement culturel et religieux des royaumes chrétiens. Des monastères comme San Millán de la Cogolla ou Ripoll devinrent des centres de production littéraire et de transmission des savoirs classiques. Les églises et documents administratifs commencèrent à montrer une identité chrétienne hispanique plus définie, tournée vers le passé wisigothique comme référence symbolique et justification de l'expansion territoriale. Le califat de Cordoue et son âge d'or. La proclamation du califat de Cordoue en l'an 929 marqua l'apogée du pouvoir musulman dans la péninsule ibérique. Abd al-Rahman III, héritier d'une dynastie qui avait réussi à résister aussi bien aux révoltes internes qu'à la pression extérieure,
décida d'adopter le titre de calife pour affirmer l'indépendance absolue d'Al-Andalus face aux Abbassides de Bagdad et aux Fatimides d'Afrique du Nord. Par ce geste, l'émirat devint une entité souveraine comparable aux grandes puissances du monde islamique, et Cordoue se transforma en l'une des capitales les plus prestigieuses du Moyen-Âge. Le nouveau calife entreprit un projet de centralisation radicale. Pendant des décennies, Al-Andalus avait souffert de tensions tribales entre Arabes, Berbères et Muladis. Abd al-Rahman III soumit les chefs rebelles de la marche supérieure, réorganisa la fiscalité et professionnalisa l'armée grâce à l'incorporation de contingents slaves et de mercenaires nord-africains, créant une force loyale directement à l'autorité califale. Cela réduisit la dépendance envers les milices tribales qui avaient été l'origine de nombreuses crises politico-militaires dans le passé. Parallèlement, le califat initia un processus d'affirmation territoriale. Au nord, les campagnes contre les royaumes chrétiens démontrèrent la capacité militaire andalouse, bien que sans les conquêtes massives des premiers temps. Abd al-Rahman III lança des expéditions contre Léon, Navarre et les comtés catalans, s'assurant qu'aucun pouvoir chrétien ne puisse menacer sérieusement sa frontière. Ces campagnes avaient un caractère plus punitif qu'expansif. Elles consistaient en des attaques éclairs destinées à réaffirmer la domination califale et à empêcher la consolidation d'alliances entre les royaumes chrétiens. La splendeur politique du califat se refléta dans Cordoue, dont la transformation fut extraordinaire. Les descriptions contemporaines évoquent une ville de centaines de milliers d'habitants, avec des rues pavées, un éclairage nocturne et un réseau de bains publics qui émerveillaient les voyageurs européens. La grande mosquée de Cordoue, agrandie successivement, devint l'un des joyaux architecturaux du monde islamique, avec sa forêt de colonnes, son mihrab aux mosaïques byzantines et ses nefs interminables projetant une sensation de grandeur sans équivalent. Le califat stimula également une intense vie culturelle. À Cordoue, il existait des bibliothèques abritant des centaines de milliers de volumes, des ateliers de copistes et des cercles de débats philosophiques attirant des savants de tout le bassin méditerranéen. On y traduisit des œuvres d'Aristote, de Galien et de Ptolémée, et s'y développèrent des disciplines comme la médecine, l'astronomie, la botanique ou la jurisprudence islamique. Des figures telles que le chirurgien Aboul Cassis ou l'astronome Maslama al-Majriti devinrent des références intellectuelles dont les œuvres circulèrent durant des siècles. Les avancées scientifiques s'accompagnaient d'une croissance économique soutenue. L'agriculture andalouse atteignit des niveaux de productivité exceptionnels grâce à l'irrigation, aux jardins intensifs et à l'introduction de cultures comme la canne à sucre, le safran ou le coton. Les villes formaient des réseaux commerciaux reliant Al-Andalus au Maghreb, à l'Égypte, à la Syrie et au Proche-Orient. Les souks débordèrent de soie, de céramique, de cuir tanné, de parfums, de papier et d'armes en acier damassé. Les manufactures cordouanes, tolédanes et murciennes jouissaient d'une renommée internationale et le dinar d'or andalou circulait largement en Méditerranée. La diplomatie califale joua aussi un rôle crucial. Abd al-Rahman III établit des relations avec les royaumes chrétiens du Nord, avec le Saint-Empire romain germanique et avec Byzance. Cordoue devint un centre où des ambassades étrangères négociaient des alliances, échangeaient des cadeaux et concluaient des accords commerciaux. Cette présence diplomatique renforça l'image du califat en tant que puissance solide et moderne, capable d'intégrer des intérêts divers sous son autorité. Le successeur d'Abd al-Rahman III, Al-Hakam II, consolida encore davantage cet éclat. Sous son gouvernement, Cordoue atteignit le sommet culturel. Il agrandit la bibliothèque royale jusqu'à réunir plus de 400 000 manuscrits, encouragea la philosophie et protégea les érudits. Bien que son règne fût moins belliqueux que celui de son père, il sut maintenir la suprématie militaire aux frontières et la stabilité interne. Cependant, la mort d'Al-Hakam ouvrit une nouvelle étape marquée par la figure d'Al-Manzor, le Ayyib qui gouverna au nom du jeune Hicham II. Al-Manzor réorganisa l'armée, renforça la cavalerie berbère et lança des dizaines de campagnes militaires contre les royaumes chrétiens, atteignant Barcelone, Léon, Pampelune et Saint-Jacques-de-Compostelle. Ces victoires préservèrent le prestige du califat, mais intensifièrent aussi les tensions internes. Il dépendait du soutien berbère, marginalisa l'aristocratie arabe traditionnelle et appauvrit des régions entières soumises à des tribus et à des pillages. Après sa mort en 1002,
L'équilibre politique qui avait soutenu le califat pendant plus d'un siècle commença à se fissurer. Les rivalités entre factions, les ambitions locales et la pression des groupes militaires conduisirent à l'éclatement d'une guerre civile qui fractura Al-Andalus. L'autorité califale s'affaiblit au point qu'en 1031, le califat de Cordoue fut officiellement aboli. La péninsule se retrouvait de nouveau fragmentée, cette fois en une constellation de royaumes indépendants, les taïfas. La chute du califat et l'émergence des royaumes de taïfa. Lorsque le Xe siècle toucha à sa fin, le califat de Cordoue, qui avait été la puissance la plus formidable de la péninsule, commençait à montrer des fissures profondes, bien que son éclat matériel et culturel pût laisser penser le contraire. Après la mort d'Almanzor en 1002 et l'incapacité de ses successeurs à maintenir le rigide système militaire qu'il avait imposé, l'équilibre interne se désagrégea rapidement. Le pouvoir omeyyade, qui pendant des décennies avait maintenu unies les différentes factions arabes, berbères, esclaves et muladis, se dilua dans un enchevêtrement de rivalités qui déboucha sur une guerre civile ouverte, la fitna d'Al-Andalus. La fitna, développée entre 1009 et 1031, fut une lutte constante pour le contrôle du califat. En quelques années, des califes éphémères se succédèrent, des coups de palais éclatèrent, des assassinats politiques eurent lieu et des pactes temporaires se formèrent, puis se rompirent avec la même facilité. Le prestige du lignage omeyyade, traditionnellement unificateur, ne suffisait plus à garantir les loyautés, car les groupes militaires qu'Almanzor avait favorisés, notamment berbères et esclaves, commencèrent à réclamer des parts de pouvoir autrefois réservées aux Arabes cordouans. Le peuple même de Cordoue se souleva à plusieurs reprises, épuisé par une guerre qui dévastait la capitale et paralysait sa vie économique. La décomposition du califat n'affecta pas toutes les régions de la même manière. Les marches frontalières, traditionnellement plus autonomes, profitèrent de l'absence d'autorité centrale pour agir de leur propre chef. Les gouverneurs locaux cessèrent d'envoyer des tribus à Cordoue et commencèrent à organiser leurs propres armées, à conclure des alliances régionales et même à frapper leur propre monnaie. Ce qui semblait au départ une fragmentation temporaire devint, vers 1031, un nouveau système politique lorsque le califat fut officiellement aboli par une assemblée cordouane incapable de restaurer l'unité. Des ruines du pouvoir omeyyade émergèrent entre 20 et 30 entités politiques indépendantes connues sous le nom de royaumes de taïfa. Leur nom, dérivé du mot arabe taïfa qui signifie faction ou groupe, reflètent leur origine, de petites dynasties locales qui prirent le contrôle de villes et de régions, formées par des familles arabes, berbères, muladis et même esclaves. Parmi les taïfas les plus importantes se distinguèrent Séville sous les Abadis, Saragosse sous les Banu Oud, Tolède sous les Banu d'Il Noun, Almeria avec les esclaves Amiri, Valence, Malaga, Badajoz et Grenade. Chaque taïfa s'articulait autour d'une ville principale, depuis laquelle était gouverné un territoire réduit mais économiquement actif. Ces cours cherchaient à légitimer leur autorité par le mécénat culturel, la construction de palais et l'attraction de poètes, philosophes, astronomes et juristes. Ce fut une période brillante sur le plan artistique. Les taïfas rivalisaient de prestige, patronnaient les meilleurs intellectuels et ornaient leur capitale d'architecture somptueuse. Mais cette splendeur culturelle contrastait avec une profonde faiblesse militaire. La fragmentation politique réduisait drastiquement la capacité défensive d'Al-Andalus. Incapables de soutenir de grandes armées permanentes, les taïfas recouraient fréquemment à des mercenaires et concluaient des alliances éphémères qui se dissipaient dès que les circonstances changeaient. Les rivalités internes étaient constantes. Séville aspirait à dominer la vallée du Guadalquivir, Saragosse regardait vers la frontière de l'Èbre, Tolède tentait de contrôler la Meseta, et Grenade, protégée par sa géographie montagneuse, cherchait à rester indépendante. Cette compétition agressive épuisait les ressources et rendait difficile toute défense coordonnée face à l'avancée chrétienne. Les royaumes chrétiens surent saisir cette opportunité historique. La faiblesse musulmane coïncida avec une période de consolidation interne dans Léon, Castille, Navarre et Aragon. En l'absence d'unité entre les taïfas, les monarques chrétiens commencèrent à exercer une pression militaire et surtout économique en établissant un système de tribus connu sous le nom de parias. En échange de protection,
Les taïfas payaient des sommes astronomiques en or, risquant la ruine tout en enrichissant leurs adversaires. Castille et Léon, notamment sous Fernando Prim et Alfonso VI, profitèrent de ce flux de richesses pour financer des armées professionnelles et entreprendre des offensives plus ambitieuses. Sur le plan social, les habitants d'Al-Andalus vécurent la fragmentation avec un mélange d'incertitude et d'adaptation. Les villes continuèrent à prospérer car de nombreuses taïfas maintenaient actifs les circuits commerciaux avec l'Afrique du Nord et la Méditerranée. Cependant, la pression fiscale augmenta pour soutenir les paiements des parias et l'achat de mercenaires. Les conversions religieuses opportunistes et les alliances hétérodoxes se multiplièrent également car chaque taïfa cherchait à survivre par tous les moyens disponibles. Cordoue, l'ancien cœur du pouvoir omeyyade, souffrit particulièrement de la chute du califat. Pillée à plusieurs reprises durant la fitna, elle perdit population, prestige et son rôle central dans la politique péninsulaire. Son déclin permit à Séville, Saragosse et Tolède de devenir les principaux acteurs du monde andalou. Vers le milieu du XIe siècle, la faiblesse accumulée des taïfas devint évidente. Bien que certaines parvinrent à se consolider temporairement, comme la Séville d'Al-Moutadid et d'Al-Moutamid, aucune ne disposait de la force suffisante pour arrêter l'avancée chrétienne. L'équilibre du pouvoir dans la péninsule avait changé de manière irréversible et la vulnérabilité musulmane atteindrait bientôt un point critique lorsqu'Alfonso VI porterait le coup le plus symbolique de toute l'époque, la conquête de Tolède en 1085, événement qui provoquerait la réaction d'une nouvelle puissance venue d'Afrique du Nord. L'arrivée des Almoravides. À la moitié du XIe siècle, la fragmentation politique d'Al-Andalus en de nombreux royaumes de taïfas avait complètement modifié l'équilibre des pouvoirs dans la péninsule. Chaque taïfa rivalisait pour le prestige, le territoire et la survie face à ses voisins, mais aussi face aux pressions croissantes de Castille, Léon et Aragon. Incapables de soutenir des armées comparables à celles que les royaumes chrétiens organisaient, les souverains des taïfas commencèrent à payer des parias, des tribus considérables qui, bien qu'ils achetaient une paix temporaire, accéléraient leur affaiblissement. Les conquêtes de Fernando Ier et surtout d'Alphonse VI démontraient que le monde chrétien était entré dans une phase d'offensive agressive et que les royaumes musulmans risquaient de disparaître un à un. La prise de Tolède en 1085 confirma la pire des prédictions. L'ancienne capitale wisigothique, considérée comme un centre symbolique, stratégique et spirituel, était tombée définitivement entre les mains chrétiennes. Sa perte ne signifia pas seulement un revers territorial, mais une humiliation profonde pour les taïfas, révélant que leur division interne était incompatible avec toute résistance efficace. Ce fut alors que plusieurs rois musulmans, craignant de subir le même sort, décidèrent de demander l'aide d'une puissance extérieure, les Almoravides, un mouvement religieux et militaire originaire de l'extrême ouest du Maghreb. Les Almoravides étaient nés parmi les tribus berbères Sanadja, vivant dans le désert du Sahara. Leur fondateur, Abdallah ibn Yassin, prêchait une vision réformiste de l'islam centrée sur l'application stricte de la loi religieuse, la discipline morale et l'unité communautaire. Avec le temps, ce mouvement devint un État qui contrôlait le Maroc et d'importantes routes caravanières. Son émir, Youssouf ibn Tachfin, gouvernait depuis Marrakech avec une autorité incontestée et disposait d'une armée expérimentée, austère et profondément cohésive. Il représentait, aux yeux des rois des taïfas, la seule force capable de stopper l'avancée chrétienne. En 1086, après d'intenses échanges diplomatiques, Youssouf ibn Tachfin traversa le détroit de Gibraltar avec une armée considérable. Ils rejoignirent les troupes des taïfas et avancèrent vers la vallée du Guadiana, où Alphonse VI se préparait à les affronter. Le choc eut lieu à Sagrajas, le 23 octobre 1086. Ce fut une bataille décisive. Les forces almoravides utilisèrent leur expérience du combat désertique, la mobilité de leur cavalerie légère et leur discipline rigoureuse pour rompre les lignes chrétiennes. Alphonse VI fut blessé et dut se retirer avec de lourdes pertes. Pour la première fois depuis des décennies, une armée musulmane avait vaincu de manière écrasante un royaume chrétien en rase campagne. La victoire provoqua un tournant radical dans la politique péninsulaire. Cependant, les rois des taïfas comprirent rapidement que l'aide almoravide n'était pas désintéressée.
Youssouf ibn Tachfin, convaincu de la décadence morale et politique des principautés andalouses, retourna temporairement au Maghreb, mais non sans examiner la situation interne des taïfas. Il observa un gaspillage de luxe, des intrigues de cour, des rivalités incessantes et une administration faible. Même les oulémas andalous soutinrent l'idée que l'émir almoravide devait assumer le contrôle direct pour garantir l'unité de l'islam dans la péninsule. En 1090, Youssouf franchit de nouveau le détroit, cette fois non comme allié mais comme conquérant. Une à une, les taïfas furent absorbés par pression militaire ou politique. Séville, Grenade, Badajoz, Malaga et Almeria tombèrent sous son autorité. Les cours raffinés de poètes, musiciens et juristes furent remplacés par une administration plus sobre et rigide, centrée sur l'austérité et l'orthodoxie religieuse. Le pouvoir passa aux mains de gouverneurs envoyés depuis Marrakech et l'éclat culturel des taïfas s'éteignit brusquement. Malgré leur vision religieuse stricte, les Almoravides réussirent temporairement à restaurer la force militaire d'Al-Andalus. Ils réorganisèrent les défenses, interdirent le paiement des parias au royaume chrétien et lancèrent des campagnes pour freiner l'avancée castillane et aragonaise. Alphonse VI, affaibli après Sagrajas et affecté par la perte de ses alliés musulmans, dut réduire ses ambitions. Pendant quelques années, la frontière se stabilisa sous contrôle nord-africain. Mais la domination almoravide ne résolut pas toutes les tensions. Leur rigidité doctrinale heurtait les traditions plus souples de l'islam andalou, provoquant le mécontentement des élites locales. De plus, l'énorme distance entre Marrakech et Cordoue rendait la gouvernance difficile. Les révoltes se multiplièrent dans plusieurs villes, et certains nobles musulmans commencèrent à voir les Almoravides comme une nouvelle force étrangère limitant leur autonomie. Alors qu'ils tentaient de maintenir le contrôle péninsulaire, les Almoravides commencèrent à faire face à de nouvelles menaces au Maghreb même. Un mouvement encore plus strict et radical, les Almohades, surgit dans l'Atlas, proclamant une réforme religieuse plus profonde et accusant les Almoravides d'avoir abandonné la voie originelle de l'islam. Leur expansion rapide et leur puissance militaire croissante annonçaient un nouveau cycle de confrontation qui aurait des conséquences directes dans la péninsule. Les Castillans et les Aragonais en expansion, 11e-12e siècle. La prise de Tolède en 1055 marqua un tournant qui transforma de manière irréversible l'équilibre des pouvoirs dans la péninsule. La Castille, née des siècles auparavant comme un comté frontalier dépendant de Léon, avait évolué vers un royaume doté d'une identité propre, stimulé par une noblesse militaire désireuse d'élargir territoire et prestige. Le roi Alphonse VI, héritier de Léon et Castille, profita de la faiblesse politique des taïfas pour lancer une offensive calculée. Accords économiques, exigences de paria, alliances diplomatiques et avancées militaires soutenues qui culmina avec l'entrée pacifique dans Tolède, après la capitulation négociée avec son roi taïfa, Al-Qadir. Avec l'ancienne capitale wisigothique sous son contrôle, Alphonse VI gagnait une légitimité symbolique qui renforçait son projet politique et la Castille devenait la principale force chrétienne du centre péninsulaire. L'impact de la chute de Tolède fut immédiat. Les taïfas, affaiblis par des décennies de guerres internes, comprirent l'ampleur du danger et demandèrent l'aide des Almoravides, un mouvement religieux et militaire originaire du Maghreb. Leur arrivée en 1086 freina temporairement l'avancée chrétienne, mais avant ce choc décisif, la Castille avait consolidé des positions dans le système central et dans le bassin du Tage. La repopulation d'Avila, Ségovie et Salamanque renforça la ligne défensive et ouvrit des routes pour de nouvelles incursions vers le sud. L'Aragon, pour sa part, suivait un chemin d'expansion différent mais complémentaire. Situé dans la frange pyrénéenne, son développement avait été plus lent en raison de la géographie abrupte et des relations complexes avec la Navarre et les pouvoirs andalous de la vallée de l'Èbre. Cependant, à partir du règne de Sanche Ramirez et surtout d'Alphonse Ier, le batailleur, l'Aragon, entreprit une offensive soutenue vers le sud qui le conduisit à conquérir des places clés comme Huesca en 1096 et Saragosse en 1118. Cette dernière, l'une des villes les plus prospères et stratégiques d'Al-Andalus, devint le siège d'un nouveau centre politique aragonais, reliant le royaume à la riche vallée de l'Èbre. L'avancée aragonaise se caractérisa par la participation active de chevaliers venus de divers points d'Europe, attirés par la dimension religieuse des campagnes.
À la différence du nord castillan, où la frontière était plus diffuse, l'Aragon affrontait des villes fortifiées et des territoires densément peuplés, ce qui exigeait des opérations militaires plus complexes. L'incorporation de Saragosse permit l'expansion vers Tudela, Tarazona, Calatayud et Daroca, consolidant un espace continu et permettant un développement économique accéléré fondé sur le commerce et une agriculture irriguée qui continuait d'utiliser les infrastructures andalouses. Pendant que l'Aragon avançait dans la vallée de l'Èbre, la Castille continuait de presser le Tage, malgré les contre-attaques almoravides. Les défaites face à ces derniers, spécialement celle de Sagrajas en 1086, n'arrêtèrent pas la réorganisation castillane. Les villes repeuplées devinrent des centres de résistance et de rayonnement culturel. Des communautés de paysans libres, de nobles dotés de fueros spécifiques et de repobladors venus de diverses régions créèrent une structure sociale relativement flexible, ce qui facilita le contrôle du territoire et la capacité de mobiliser des milices urbaines. Dans ce contexte d'avancée double, la Navarre tenta de maintenir son indépendance, mais son pouvoir avait diminué après la fragmentation de l'ancien royaume conjoint avec l'Aragon. Malgré cela, la Navarre joua un rôle fondamental dans l'équilibre péninsulaire. Sa position entre la Castille et l'Aragon en faisait un territoire disputé diplomatiquement, et ses alliances changeantes influençaient la stabilité de la frontière chrétienne. Pendant ce temps, au sud, les taïfas soumises aux Almoravides connurent une brève renaissance économique et militaire, mais ne parvinrent pas à modifier le cours à long terme. Les tensions internes entre gouvernants africains et élites andalouses minèrent la cohésion du nouveau pouvoir. Cela permit aux Castillans et Aragonais de reprendre leurs offensives à partir du milieu du XIIe siècle, profitant de la décadence almoravide et de l'apparition des Almohades comme nouvelle force maghrébine. Dans l'avancée castillane, les ordres militaires jouèrent un rôle décisif. L'ordre de Santiago, celui de Calatrava et celui de Saint-Jean renforcèrent les garnisons dans les territoires nouvellement conquis, organisèrent des campagnes, bâtirent des forteresses et assumèrent la tâche de REP, peupler des zones stratégiques. Ce modèle militarisé de colonisation permettait de consolider des régions qui subissaient encore des incursions depuis le sud et donnait de la cohésion à la ligne frontalière castillane. L'avancée chrétienne produisit une profonde transformation sociale. Dans les nouvelles terres, les rois accordaient des fueros pour attirer des habitants, garantissant des libertés judiciaires, fiscales et militaires. Les villes acquéraient un rôle central, avec des conseils municipaux forts qui agissaient comme centres administratifs et défensifs. Cette structure urbaine serait essentielle pour soutenir l'expansion au siècle suivant. L'Aragon, pour sa part, commença à se projeter au-delà de la péninsule. Avec la consolidation de la vallée de l'Èbre et la pacification interne, ces rois commencèrent à regarder vers les territoires méditerranéens, en particulier vers la Catalogne, et plus tard vers le commerce maritime, inaugurant une nouvelle dimension de la Reconquista, la projection stratégique vers la mer. Entre-temps, la Castille préparait une offensive décisive vers le sud, consciente que les Almohades représentaient un pouvoir plus centralisé et discipliné que leurs prédécesseurs. Ce choc total, inévitable à l'horizon, définirait la prochaine étape et déterminerait le rythme de la Reconquista dans la transition entre les XIIe et XIIIe siècles, lorsque le nouvel empire nord-africain débarquerait dans la péninsule pour tenter de restaurer la puissance musulmane face à l'avancée chrétienne. La domination almohade et le choc total. Au milieu du XIIe siècle, la péninsule ibérique entra dans un nouveau cycle de tensions militaires, politiques et religieuses marqué par l'arrivée des Almohades, un mouvement réformiste né dans les montagnes de l'Atlas et visant à restaurer la pureté doctrinale de l'islam. Leur apparition ne fut pas un phénomène soudain. Elle répondait à la détérioration progressive du pouvoir almoravide, dont la rigidité initiale avait évolué en tensions internes, en corruption administrative et en usure militaire constante face au royaume chrétien, de plus en plus organisé et mieux armé. Les défaites almoravides, ajoutées aux soulèvements locaux en Al-Andalus et au Maghreb, ouvrirent la voie pour que les Almohades, dirigés par Ibn Tumart puis par Abd al-Mumin, prennent le contrôle de l'empire nord-africain et projettent leur pouvoir vers la péninsule. L'avancée almohade arriva en Al-Andalus avec un message politique et religieux ferme: restaurer l'autorité, éliminer les pratiques considérées comme des déviations doctrinales et freiner la progression chrétienne.
Abd al-Moumin lança une campagne entre 1146 et 1157 qui se solda par l'occupation systématique des anciens domaines almoravides. Des villes stratégiques comme Séville, Cordoue, Grenade et Almeria furent intégrées à une structure administrative rigoureuse visant à centraliser le pouvoir et à assurer une discipline militaire constante. La présence almohade dans la péninsule redessina la carte politique et redonna à l'islam péninsulaire une capacité offensive qu'il n'avait pas connue depuis l'époque des premiers Almoravides. Le nouvel empire s'organisa autour de gouverneurs envoyés directement depuis le Maghreb, de troupes loyales au calife et d'une aristocratie militaire strictement contrôlée. À la différence de leurs prédécesseurs, les Almohades instaurèrent une politique culturelle plus uniforme. Ils encouragèrent l'usage du berbère et de l'arabe classique, limitèrent les autonomies locales et renforcèrent un système juridique fondé sur la doctrine malikite la plus rigide. Cela généra des tensions avec des secteurs de la société andalouse habitués à des pratiques plus souples, mais renforça en même temps la cohésion interne face à la menace chrétienne. Séville devint la capitale politique du pouvoir almohade dans la péninsule. Là, les nouveaux gouvernants entreprirent de vastes réformes urbaines, construisirent des murailles, des palais et des structures défensives qui témoignaient de l'ambition d'établir une domination durable. La célèbre Giralda, à l'origine un minaret, émergea comme symbole de la splendeur almohade, tout comme la réutilisation et l'agrandissement de l'ancienne grande mosquée de la ville. La consolidation architecturale reflétait l'intention claire de transformer Al-Andalus en une province stable du grand empire nord-africain. Pendant ce temps, les royaumes chrétiens observaient l'ascension almohade avec inquiétude. Les avancées obtenues au cours du XIe siècle et de la première moitié du XIIe risquaient d'être annulées. Les offensives qui avaient abouti à la prise de Tolède en 1085, la consolidation portugaise au sud du Minho et l'expansion aragonaise dans la vallée de l'Èbre se retrouvaient confrontées à un adversaire numériquement supérieur, mieux organisé et doté d'une idéologie expansionniste marquée. Durant les premières décennies de la domination almohade, les affrontements entre les deux blocs se multiplièrent. Sous le calife Abou Yacoub Youssouf, les troupes musulmanes lancèrent des campagnes punitives contre les territoires chrétiens, assiégèrent des villes frontalières et obligèrent les rois péninsulaires à renforcer des alliances défensives. En 1179, le traité de Cazolà entre Castille et Aragon tenta de définir des zones d'expansion pour éviter des conflits internes et concentrer les efforts contre les Almohades, ce qui montre la crainte commune vis-à-vis du pouvoir maghrébin. L'un des épisodes les plus significatifs de cette période fut le siège de Santarém et l'offensive almohade contre le Portugal. Afonso Ier puis son fils Sancho Ier durent résister à des assauts continus dans la vallée du Tage, où des villes comme Lisbonne, Évora et Alcácer do Sal devinrent des points récurrents de dispute. La frontière portugaise, encore jeune et vulnérable, subit des attaques qui mirent en doute sa propre survie en tant que royaume naissant. La Castille connut elle aussi des moments critiques. La bataille d'Alarcos en 1195 fut l'un des plus grands revers chrétiens depuis la chute de Tolède. Alfonso VIII affronta les forces almohades dans une tentative de freiner leur avancée en la Manche, mais l'armée castillane fut vaincue de manière écrasante. La perte de positions stratégiques comme Calatrava, ainsi que le repli des forces vers Tolède, créa un sentiment de vulnérabilité qui menaça de saper les avancées de la reconquête dans son ensemble. La victoire almohade à Alarcos eut un impact psychologique immense. Le calife Abou Youssouf Yacoub al-Mansour se présenta comme restaurateur de la puissance islamique en Al-Andalus, envoyant des messages triomphants aux principales cours de l'islam. Pendant un temps, la frontière recula vers le nord et plusieurs forteresses passées entre les mains chrétiennes revinrent sous contrôle musulman. Mais la pression interne au sein de l'empire almohade commençait à révéler des fissures, rébellions au Maghreb, tensions entre lignages et difficultés logistiques pour soutenir des campagnes prolongées de l'autre côté du détroit. En même temps, les royaumes chrétiens commencèrent à réorganiser leurs réponses. Alfonso VIII de Castille entreprit un intense travail diplomatique pour obtenir une alliance avec la Navarre, l'Aragon et le Portugal et chercha un appui papal. Innocent III accorda la bulle de croisade en 1212, donnant un caractère religieux à la lutte contre les Almohades. Ce soutien impulsa un mouvement militaire sans précédent dans la péninsule. Nobles,
Ordres militaires, milices urbaines et contingents européens s'unirent autour d'un objectif commun. Le choc définitif approchait, et toute la péninsule semblait retenir son souffle face à l'imminence d'une bataille qui déciderait l'équilibre des pouvoirs durant des générations. L'avancée chrétienne convergea vers la Sierra Morena, tandis que les forces almohades, dirigées par le calife Al-Nasir, rassemblaient une armée massive dans les plaines de Jaën. Les stratégies militaires, les pactes temporaires et les rivalités entre royaumes s'effaçaient devant le poids historique de l'affrontement en gestation. Le destin d'Al-Andalus et l'avenir de la reconquête allèrent se jouer en une seule journée de combat, lorsque les troupes chrétiennes avancèrent vers le défilé de Despeñaperros, les yeux tournés vers les vastes campagnes qui s'étendaient au sud, là où aurait lieu la bataille décisive de Las Navas de Tolosa. Les grandes batailles décisives, Las Navas de Tolosa, 1212. Pendant plus d'un siècle, la présence almohade avait reconfiguré l'équilibre des pouvoirs dans la péninsule ibérique. Après la chute des Almoravides, les royaumes de Taïfa étaient réapparus et les conquêtes chrétiennes s'étaient accélérées, notamment sous Alfonso VII, Alfonso VIII et Sancho VI de Navarre. Mais l'arrivée de l'Empire almohade au milieu du XIIe siècle freina cette expansion. Un pouvoir centralisé, discipliné et profondément réformiste, avec sa capitale à Marrakech, unifia de nouveau une grande partie de l'islam occidental. Sous son autorité, Al-Andalus retrouva sa cohésion, accroît ses forces militaires et stabilisa ses territoires grâce à une politique religieuse stricte et une administration efficace. La bataille d'Alarcos, en 1195, avait démontré l'ampleur de ce renouveau. L'armée d'Alfonso VIII de Castille fut écrasée par les troupes du calife Yaqub al-Mansour, qui consolida ainsi la domination almohade dans la péninsule. La Castille en sortit affaiblie, ses frontières reculèrent, et la menace musulmane atteignit un niveau inédit depuis le XIe siècle. Cependant, cette victoire ne mena pas à une reconquête totale par les Almohades. Au contraire, l'usure continue de l'Empire en Afrique, les tensions avec ses propres élites andalouses et la pression économique engendrée par la guerre prolongée préparèrent le terrain pour une explosion décisive. Au début du XIIIe siècle, le calife Muhammad al-Nasir prit la tête de l'Empire et se proposa d'achever l'œuvre de son prédécesseur, vaincre définitivement la Castille et rétablir un contrôle absolu sur les frontières de la vallée du Tage. Al-Nasir réunit une immense armée à Marrakech et traversa vers la péninsule en 1211. Sa force combinait des troupes berbères, arabes, andalouses et d'autres contingents issus de diverses régions de l'Empire, ce qui lui donnait un volume supérieur à celui de n'importe quelle armée chrétienne individuelle. Face à cette menace, Alfonso VIII comprit qu'il ne pouvait répéter l'erreur d'Alarcos. Il envoya des émissaires à tous les royaumes chrétiens, demandant une réponse commune et faisant appel à l'idée de croisade. Le pape Innocent III accorda des indulgences à ceux qui participeraient à la campagne et appela les princes européens à soutenir la défense de la chrétienté péninsulaire. Bien que certains nobles français se joignirent à l'expédition, beaucoup repartirent avant la bataille en raison de tensions internes ou de la dureté du voyage. Malgré cela, la Castille réussit à former une coalition solide avec l'Aragon et la Navarre. Pierre II d'Aragon et Sanche VII de Navarre acceptèrent de combattre aux côtés d'Alfonso VIII, conscients que l'avancée almohade menaçait tous les royaumes. La campagne commença au printemps 1212, lorsque les forces chrétiennes se réunirent à Tolède et avancèrent vers le sud. Franchir les montagnes de la Sierra Morena, où les Almohades contrôlaient les passages les plus accessibles, exigeait astuce et négociation. Selon plusieurs chroniques, un berger local guida l'armée chrétienne par des sentiers secondaires qui lui permirent de contourner les troupes avancées musulmanes et de descendre vers le bassin du Guadalquivir sans affronter de position fortifiée. Ce mouvement surprit Al-Nasir qui réorganisa rapidement son armée sur le plateau près du village de Las Navas de Tolosa. Le 16 juillet 1212, les deux armées s'affrontèrent dans l'une des batailles les plus décisives de l'histoire péninsulaire. Les forces chrétiennes, composées de mesnades castillanes, aragonaises, navarraises et de petits contingents de croisés européens, avancèrent en 3 grandes divisions. Alfonso VIII occupait le centre. Pierre II commandait l'avant-garde catalano-aragonaise sur l'un des flancs, tandis que Sanche VII plaçait ses troupes navarraises sur l'autre.
L'armée almohade, beaucoup plus nombreuse et organisée en lignes successives, était protégée par une garde noire de soldats africains enchaînés les uns aux autres pour éviter toute rupture de formation. La bataille s'ouvrit sur un choc violent entre les avant-gardes chrétiennes et les troupes légères musulmanes. Pendant des heures, les deux camps échangèrent charges, flèches et escarmouches sur un terrain large mais accidenté, favorable aux manœuvres d'enveloppement. La discipline almohade, renforcée par l'étendard du calife dans une position centrale et élevée, contint les premiers assauts. Cependant, la poussée combinée des forces d'Alfonso VIII et de Pierre II désorganisa la première ligne musulmane et força plusieurs unités à reculer. Le moment décisif arriva lorsque Sanche VII de Navarre, à la tête de sa cavalerie lourde, exécuta une manœuvre audacieuse contre la garde personnelle du calife. Les chroniques castillanes et navarraises décrivent comment les cavaliers navarrais réussirent à briser les chaînes reliant les gardes africains, ouvrant une brèche inattendue au cœur du dispositif ennemi. L'irruption à cet endroit déséquilibra toute la formation. La deuxième et la troisième ligne almohade commencèrent à se replier en désordre et en quelques heures, la pression chrétienne se transforma en une avancée irrésistible. Al-Nasir, face au risque d'être encerclé, s'enfuit du champ de bataille, abandonnant son camp, ses insignes et une grande partie de ses troupes. Les pertes furent immenses des deux côtés, mais les pertes musulmanes furent irrémédiables. L'armée almohade, qui avait représenté le dernier grand espoir d'un pouvoir musulman fort et unifié dans la péninsule, fut anéantie. Sa défaite affaiblit non seulement l'empire en Al-Andalus, mais accéléra aussi son déclin au Maghreb, où il faisait déjà face à des rébellions internes et à des luttes de pouvoir. Les conséquences de Las Navas de Tolosa furent immédiates et profondes. La Castille avança vers le sud avec une confiance renouvelée. Les forteresses de la frontière tombèrent les unes après les autres, incapables de résister sans le soutien de la grande armée almohade. En quelques années, les châteaux et les villes du Haut-Guadalquivir chutèrent, ouvrant la voie vers Cordoue et Séville. Pour l'Aragon et la Navarre, la victoire signifia aussi un prestige politique accru et une plus grande présence sur la scène péninsulaire. Le moral chrétien atteignit des niveaux inédits et la balance des pouvoirs, qui pendant un siècle avait oscillé entre avancées et reculs, s'inclina définitivement vers le nord. Avec l'empire almohade affaibli et les royaumes chrétiens de mieux en mieux coordonnés, la voie vers la reconquête de la vallée du Guadalquivir était désormais ouverte. La reconquête de la vallée du Guadalquivir. Lorsque la victoire chrétienne au Nava de Tolosa en 1212 ouvrit la voie à une offensive systématique vers le sud, la vallée du Guadalquivir devint l'objectif stratégique le plus important pour la Castille. Le contrôle de cette région signifiait dominer la colonne vertébrale économique d'Al-Andalus, ses principales routes commerciales et les villes qui avaient été des centres de pouvoir musulmans pendant des siècles. La pression militaire chrétienne augmenta presque immédiatement après le retrait almohade, qui laissa les gouverneurs andalous affaiblis et isolés, sans la force nord-africaine qui leur avait auparavant permis de soutenir la frontière. Ferdinand III, qui hérita de la Castille en 1217 et du Léon en 1230, fut la figure clé de cette offensive. Avec l'unification dynastique sous son autorité, la Castille et le Léon acquirent une capacité militaire sans précédent, capable de coordonner des campagnes prolongées sans les anciennes rivalités internes. Le monarque réorganisa les troupes, renforça les milices concégiles, attira les ordres militaires de Saint-Jacques, Calatrava et Alcantara, et articula des alliances avec des nobles qui jusqu'alors agissaient de manière autonome. Son objectif était clair: profiter de l'effondrement almohade et avancer de manière progressive en sécurisant le territoire grâce à des repeuplements rapides et des pactes soigneusement calculés. La première grande conquête fut Cordoue, icône du passé califal. La ville, plongée dans des luttes internes entre factions andalouses, se trouvait affaiblie malgré son imposante muraille. En 1236, un groupe de chrétiens locaux sympathisants de la Castille facilita l'entrée de troupes par une tour proche de l'Alcazar. Ferdinand III se rendit immédiatement sur place pour consolider la prise, et après des semaines de combats à l'intérieur et à l'extérieur de la ville, l'étendard castillan flotta enfin sur ce qui avait été l'une des capitales les plus brillantes de l'islam occidental. La grande mosquée fut transformée en cathédrale, et la ville fut placée sous un strict contrôle militaire, tandis que s'organisaient les premiers repeuplements.
La chute de Cordoue eut un impact profond sur l'équilibre péninsulaire. Elle démontra que le pouvoir musulman était trop fragmenté pour résister à des sièges prolongés et que les alliances locales, tant entre chrétiens qu'entre musulmans opposés entre eux, pouvaient accélérer la conquête. Après avoir sécurisé la ville, Ferdinand III se concentra sur la consolidation de son environnement. Castro del Rio, Lucena, Priego et Baena tombèrent en quelques années, créant une ceinture défensive autour de l'ancienne capitale califale. L'avancée castillane se poursuivit vers l'est et l'ouest. À Jaén, la résistance musulmane fut plus tenace. Le royaume Taifa local, conscient de l'importance stratégique de la ville, renforça ses murailles et chercha un soutien extérieur, mais ne parvint pas à freiner le siège chrétien. Après des mois de blocus et d'usure, Jaén capitula en 1246 grâce à un pacte qui permit à une partie de sa population de rester en échange de tribus et de loyauté envers la Castille. Cet accord fut crucial. Le traité de Jaén fit du royaume nasride de Grenade un vassal de la Castille, l'obligeant à payer des parias et à participer indirectement à la consolidation chrétienne de la vallée. Grenade survivrait 2 siècles de plus grâce à cet engagement, mais sa capacité d'influencer la politique péninsulaire fut sévèrement limitée. Avec Cordoue et Jaén sécurisés, l'attention castillane se déplaça vers le cœur du Guadalquivir, Séville. La ville était le joyau restant de l'islam andalou occidental, un centre portuaire essentiel relié à l'Atlantique et doté d'une population nombreuse et diverse. La conquérir signifiait achever le contrôle de la vallée depuis sa source jusqu'à son embouchure. Le siège, commencé en 1247, fut l'un des plus complexes de toute la reconquête. Ferdinand III ordonna de bloquer le fleuve à l'aide d'une flotte construite en Cantabrie, tirant parti de l'expérience navale du Nord. Les navires castillans réussirent à briser la célèbre chaîne qui traversait le Guadalquivir pour empêcher l'accès ennemi, et une fois la maîtrise du fleuve obtenue, la ville se retrouva privée de ravitaillement. À l'intérieur de ces villes, les tensions entre factions musulmanes augmentèrent. Certains groupes défendaient une résistance à outrance, tandis que d'autres voyaient la capitulation comme inévitable. La famine s'étendit durant l'automne 1248, et finalement, après des mois de siège, la ville se rendit. Ferdinand III y entra à la fin de cette année, accompagné de nobles, de chevaliers des ordres militaires et de détachements urbains qui célébrèrent la plus grande conquête castillane depuis Tolède. La grande mosquée fut consacrée et transformée progressivement en temple chrétien, et un vaste programme de repeuplement commença avec des colons venus du nord, ainsi que des nobles et des chevaliers qui reçurent des répartitions de terres. La chute de ces villes transforma définitivement l'équilibre du sud péninsulaire. La région du Guadalquivir passa presque entièrement sous contrôle chrétien, et la Castille devint la puissance dominante du centre et de l'ouest de la péninsule. L'articulation du territoire nouvellement conquis exigea d'énormes efforts administratifs. Des conseils municipaux furent fondés, des fuéraux furent accordés, des districts furent délimités et des routes commerciales furent encouragées avec l'intérieur de la Meseta. La vallée, avec son agriculture irriguée fertile, commença à nourrir une population castillane en pleine croissance. Après Séville, l'objectif stratégique suivant fut Gérèse, qui tomba en 1264 après la révolte mudéjare impliquant plusieurs villes andalouses. Ferdinand III était mort en 1252, mais son fils Alphonse X poursuivit le processus de consolidation, sécurisant Cadix, Lebrija, Arcos et d'autres localités qui complétèrent le contrôle castillan de la vallée et de sa sortie vers la mer. Les révoltes mudéjares furent réprimées avec dureté, ce qui marqua le début d'une politique plus stricte envers les communautés musulmanes soumises, obligeant nombre d'entre elles à émigrer vers Grenade. La vallée du Guadalquivir, autrefois cœur de la splendeur andalouse, se transforma en l'un des piliers de la Castille médiévale, un territoire nouvellement intégré qui offrait des ressources, une population et une richesse agricole suffisantes pour soutenir les ambitions du royaume. De là, la frontière avec le dernier bastion musulman, le royaume nasride de Grenade, se stabilisa pendant plus de 2 siècles, une frontière vivante et dynamique où alternaient trêves, tribus, incursions et grandes campagnes. L'expansion de l'Aragon en Méditerranée. Alors que la Castille avançait vers le sud, pressant la vallée du Guadalquivir et consolidant le cœur de la future monarchie hispanique, la couronne d'Aragon prit une voie différente.
orienté non seulement vers l'expansion territoriale péninsulaire, mais aussi vers la construction d'un pouvoir maritime et commercial qui transforma son identité politique entre les XIIe et XIVe siècles. Contrairement à la Castille, dont l'élan reconquérant avait un axe clair nord-sud, l'Aragon combina la pression sur les frontières musulmanes avec une stratégie tournée vers la Méditerranée comme espace naturel de projection de son influence. L'origine de cette expansion remonte à l'union dynastique entre le royaume d'Aragon et le comté de Barcelone en 1137, grâce au mariage pacté entre Pétronille d'Aragon et Ramon Berenguer IV. Cette union donna naissance à une entité politique hybride, puissante dans l'intérieur pyrénéen par l'héritage aragonais et extraordinairement active dans le commerce maritime grâce à la tradition catalane. Les ports de Barcelone, Tarragone et Tortosa devinrent des nœuds essentiels d'échanges avec l'Italie, l'Afrique du Nord et le Levant, générant une base économique solide pour financer des campagnes militaires au-delà des limites péninsulaires. Avant de se tourner pleinement vers la Méditerranée, la couronne d'Aragon acheva son expansion interne vers le sud. Durant la première moitié du XIIe siècle, les campagnes de Ramon Berenguer IV et d'Alphonse II permirent d'avancer sur des territoires musulmans stratégiques. La conquête de Tortosa en 1148 et celle de Lérida en 1149, réalisées avec l'appui de contingents provençaux et d'ordre militaire, assurèrent la domination du cours inférieur de l'Èbre et ouvrirent la voie à de futures opérations. Ces villes, d'une grande importance agricole et commerciale, furent intégrées grâce à des pactes respectant initialement les populations musulmanes, consolidant un système de coexistence géré avec pragmatisme politique. Avec ses bases territoriales assurées, l'attention aragonaise se tourna vers de nouvelles zones. La figure déterminante de cette transformation fut Jacques Ier, connu comme le Conquérant, qui régna pendant une grande partie du XIIIe siècle. Jacques Ier comprit que l'expansion terrestre avait des limites claires, car au-delà de Valence commençait l'ère traditionnelle castillane. Éviter les frictions avec son puissant voisin était crucial, c'est pourquoi la couronne d'Aragon orienta ses ambitions vers la mer. Sous son règne eut lieu l'un des épisodes les plus significatifs de la reconquête aragonaise, la conquête de Majorque en 1229. La campagne majorquine naquit comme un projet éminemment maritime et commercial. Les îles Baléares, contrôlées par des gouverneurs musulmans jouissant d'une grande autonomie, étaient devenues un refuge pour des pirates qui harcelaient les routes catalanes et génoises. Jacques Ier organisa une flotte soutenue par des nobles catalans et aragonais, ainsi que par des marchands cherchant à protéger leurs intérêts. Après un débarquement difficile à Santa Ponsa et de durs combats, la ville de Majorque tomba en 1229. L'île fut réorganisée, repeuplée et transformée en un point d'appui fondamental, assurant le transit maritime entre Barcelone et le reste de la Méditerranée occidentale. Le succès de Majorque conduisit naturellement à la conquête des autres îles. Ibiza fut prise en 1235 par des forces combinées catalano-aragonaises et son incorporation permit de fermer définitivement l'arc maritime dominant en Méditerranée occidentale. Ces conquêtes transformèrent le caractère de la couronne. Elle n'était plus seulement un royaume pyrénéen aux intérêts péninsulaires, mais une puissance navale dotée de ports, de colonies et de routes propres. Parallèlement, Jacques Ier dirigea son attention vers le royaume de Valence. Bien qu'il fît partie du monde musulman péninsulaire, son emplacement était stratégique pour sécuriser la frontière méridionale et donner une continuité territoriale à la domination aragonaise depuis les Pyrénées jusqu'à la Méditerranée centrale. Entre 1233 et 1245, grâce à une combinaison de conquêtes militaires et de pactes musulmans, la majorité des villes valenciennes tombèrent: Burriana, El Puig, Valence, Xàtiva et Alcira. La ville de Valence, prise en 1238, constitua un jalon. Transformée en capitale d'un royaume propre au sein de la couronne, elle devint un centre agricole, commercial et culturel qui renforcerait économiquement l'ensemble de la monarchie. La création du royaume de Valence, doté de fueros propres et d'une population mixte chrétienne, musulmane et juive, refléta la capacité aragonaise à absorber des territoires sans détruire totalement leur structure sociale. Ce modèle différait de celui de la Castille, plus homogène sur les plans culturels et juridiques. L'Aragon cultiva une identité plurielle qui facilita son adaptation à divers contextes méditerranéens.
Le succès territorial dans la péninsule stimula de nouvelles ambitions à l'étranger. Durant les XIIIe et XIVe siècles, l'expansion aragonaise atteignit sa phase la plus représentative. La Sicile, en proie à des conflits internes entre Angevins et Siciliens, devint le scénario clé. En 1282, la révolte connue sous le nom des Vêpres siciliennes ouvrit la voie pour que Pierre III d'Aragon accède au trône sicilien, soutenu par la noblesse locale. Cette annexion transforma la couronne en un acteur décisif dans la politique italienne. Des interventions ultérieures permirent d'incorporer la Sardaigne en 1323 et Naples en 1442, intégrant dans le réseau aragonais des territoires complexes mais stratégiquement précieux. Cet empire méditerranéen permettait à la couronne d'Aragon de contrôler les routes commerciales reliant l'Orient et l'Occident. Les marchands catalans s'établirent dans des ports cruciaux comme Messine, Palerme, Naples ou Cagliari, et leurs consulats régulaient transactions, impôts et litiges. Le solide commerce des tissus, des céréales, du fer et des produits manufacturés alimentait les caisses royales et renforçait les villes. Barcelone émergea comme un centre financier avec une monnaie stable, des institutions bancaires et un consulat de la mer qui fixa des précédents juridiques pour la navigation européenne. Mais cette expansion ne fut pas exempte de tensions. Les territoires méditerranéens, en particulier la Sicile et la Sardaigne, nécessitaient d'importantes ressources militaires pour maintenir l'autorité aragonaise face aux résistances locales et aux menaces étrangères. La rivalité avec la France et les Angevins fit de la Méditerranée un théâtre de guerre constante. S'y ajoutaient des conflits internes entre la noblesse aragonaise et les élites urbaines catalanes, qui limitaient la capacité de centralisation des monarques. Malgré cela, la couronne d'Aragon réussit à se consolider comme une puissance maritime à une époque où la Castille avançait militairement dans la vallée du Guadalquivir. Les deux couronnes, bien que destinées à s'unir des siècles plus tard, développèrent des identités distinctes et des stratégies parallèles qui contribuèrent à l'avancée générale de la reconquête depuis des directions complémentaires. Tandis que la Castille modelait la future géographie intérieure de la péninsule, l'Aragon ouvrait au monde méditerranéen la porte des royaumes hispaniques. Le royaume nasride de Grenade, le dernier bastion musulman. Le royaume nasride de Grenade naquit au milieu d'un paysage politique profondément transformé. Après la défaite almohade à Las Navas de Tolosa et l'avancée accélérée de Castille et d'Aragon durant le XIIIe siècle, les anciens territoires d'Al-Andalus tombèrent les uns après les autres. Cordoue en 1236, Valence en 1238, Jaén en 1246, Séville en 1248. Chaque ville qui changeait de main isolait davantage la population musulmane. C'est dans ce contexte, alors que la survie semblait impossible, qu'émergea un nouveau pouvoir politique décidé à résister. Le royaume nasride, fondé par Muhammad ibn Nasr, connu sous le nom d'Al-Ahmar. Issu d'Arjona, Al-Ahmar sut manœuvrer dans un moment de collapsus général. Face à l'avancée implacable de Ferdinand III, il comprit que la survie politique ne dépendait pas d'une confrontation directe avec la Castille, mais d'un pacte avec elle. Ainsi, après une série de brefs conflits et de négociations, il accepta de devenir vassal du roi castillan en 1246, s'engageant à payer tribut et à fournir des troupes auxiliaires si nécessaire. Cet accord, qui pour d'autres gouvernants aurait signifié la soumission, représenta pour Al-Ahmar la possibilité de construire un refuge sûr pour des centaines de milliers de musulmans déplacés par la chute des grandes villes d'Al-Andalus. La nouvelle capitale ne fut pas une ville ancienne, mais un site transformé à partir d'une colline dominant les vallées du Darro et du Genil, l'Alhambra. Bien qu'il existât des fortifications antérieures, c'est sous les Nasrides que l'ensemble prit la forme que l'on connaît aujourd'hui. Palais, jardins, murailles, tours et salles furent construits pendant 2 siècles comme expression d'un pouvoir conscient de ses limites militaires, mais doté d'une immense capacité symbolique, diplomatique et culturelle. L'Alhambra devint une cité palatine autonome, symbole d'autorité et refuge du lignage nasride face aux menaces internes et externes. Granade, en tant que royaume, était une structure politiquement fragile mais économiquement prospère. Ces montagnes protégèrent la capitale, tandis que la fertile vallée du Genil permettait des cultures irriguées très rentables, mûriers pour la soie, céréales, fruits, légumes et canne à sucre.
La production textile grenadine jouissait d'une renommée internationale et alimentait un commerce actif avec l'Italie, la France et le Maghreb. Dans les zones côtières de Malaga et d'Almeria se développèrent des ports bien reliés aux routes méditerranéennes, permettant l'importation d'armes, de chevaux, d'esclaves, de produits de luxe et de biens manufacturés. La richesse générée par ces échanges finançait les tributs versés à la Castille ainsi que la sophistiquée cour nasride. Le royaume, cependant, ne vivait pas dans un équilibre stable. Il était soumis à des pressions constantes. La Castille attendait ponctuellement le paiement du tribut et ne tolérait aucun retard. Les Mérinides d'Afrique du Nord, parfois alliés et parfois rivaux, intervenaient militairement dans la péninsule lorsque la situation interne devenait critique. Et à l'intérieur du royaume, les Nasrides eux-mêmes faisaient face à un dédale de conspirations, de soulèvements et de luttes pour le trône. La dynastie fut marquée par des intrigues palatines, des assassinats, des renversements et des médiations constantes avec les Castillans, qui agissaient souvent comme arbitres intéressés dans ces conflits. L'un des épisodes les plus significatifs du XIVe siècle fut la bataille du Salado en 1340. Les Mérinides, soutenus par Grenade, tentèrent d'arrêter l'avancée chrétienne au moyen d'une offensive ambitieuse, mais la coalition castillano-portugaise les vainquit de manière décisive. À partir de ce moment, Grenade resta pratiquement seule face à la Castille, sans possibilité réelle d'obtenir une aide militaire notable du Maghreb. Cet isolement stratégique accentua les tensions internes et obligea les Nasrides à maintenir une diplomatie d'une extrême prudence pour survivre. Malgré les conflits, le royaume vécut une brillante efflorescence culturelle. Poètes, juristes, scientifiques, artisans et architectes maintinrent un niveau intellectuel élevé. La cour nasride cultiva la littérature en arabe classique, composa des chroniques et développa une esthétique raffinée dont l'expression suprême se trouve dans les palais de Comares et des lions. Là, des inscriptions poétiques exaltaient la grandeur du souverain, les jardins devenaient métaphores du paradis et l'eau, rare dans d'autres régions, s'écoulait par canaux et fontaines comme symbole d'harmonie. Le XVe siècle apporta une instabilité politique extrême. Grenade devint le théâtre d'une guerre civile continue entre différentes factions nasrides. L'un des moments les plus critiques fut le conflit entre Moulay Hadsen et son frère Muhammad al-Zagal, avec la figure de Boabdil, fils de Hadsen, prise entre les deux. Les villes se divisèrent, les alliances avec la Castille se multiplièrent et les affrontements internes affaiblirent profondément le royaume. Ferdinand, II d'Aragon et Isabelle Ier de Castille profitèrent de cette fracture pour intervenir plus fermement, conscients que la guerre interne ouvrait un chemin direct vers la victoire. Boabdil, capturé par les Castillans en 1483 lors de la bataille de Lucena, fut libéré en échange de son engagement de vassalité. Ce pacte accéléra la fragmentation nasride. Tandis que Boabdil cherchait des appuis pour récupérer sa position, Al-Zagal tentait de conserver le contrôle des zones orientales du royaume, notamment Almeria et Guadix. La division affaiblit la capacité militaire de Grenade au moment où l'offensive chrétienne s'intensifiait. Les villes frontalières tombèrent les unes après les autres. Malaga, après un siège brutal en 1487, fut soumise sans concession. Baza tomba en 1489 après un long siège qui contraignit Al-Zagal à se rendre. L'économie, bien que robuste en période de stabilité, ne pouvait soutenir une guerre prolongée et le paiement continu de tributs. Les routes commerciales furent interrompues, la production agricole diminua sous l'effet des dévastations militaires et la population commença à souffrir du poids de décennies de tensions internes. Dans ce contexte, Boabdil, réinstallé comme émir à Grenade mais avec une autorité limitée, devint un souverain dépendant sous pression de ses propres sujets et des rois catholiques qui avançaient inexorablement vers le cœur du royaume. L'effondrement final n'était plus qu'une question de temps. À la fin de 1491, Grenade se retrouvait pratiquement isolée, entourée par les forces castillanes qui contrôlaient tous les accès. Les chemins vers la Méditerranée étaient coupés, les vivres se faisaient rares et la population civile supportait les conséquences du siège. Les négociations entre Boabdil et les rois catholiques progressèrent durant des semaines jusqu'à culminer dans les capitulations de Grenade, qui fixèrent les conditions de la reddition avec garantie pour la population musulmane restée sur place. La guerre finale et la chute de Grenade, 1492.
À la fin du XVe siècle, le royaume nasride de Grenade, dernier vestige politique musulman de la péninsule ibérique, vivait une tension accumulée depuis des décennies. La lutte interne entre factions avait épuisé le royaume, l'affaiblissant après des années d'intrigues palatines, de révoltes urbaines et de trahisons qui ouvraient largement la voie à une offensive chrétienne décisive. À cette époque, Castille et Aragon avaient achevé leur union dynastique sous Isabelle et Ferdinand, les rois catholiques, ce qui signifiait, pour la première fois depuis des siècles, une coordination militaire totale face aux derniers territoires musulmans. En 1482, Boabdil lança son premier coup contre l'autorité de son père, soutenu par une partie de la noblesse grenadine. Cette même année, dans un contexte où l'ambition personnelle se mêlait à l'effondrement institutionnel, il fut capturé par les troupes castillanes à Lucena. Sa libération, négociée en échange de son vasselage, ouvrit une fracture encore plus profonde dans le royaume. Boabdil revint à Grenade avec le soutien explicite de la Castille, s'engageant secrètement à livrer des forteresses et à maintenir la guerre civile. Ce jeu politique, en apparence avantageux, ne fit qu'aggraver la ruine nasride. Les rois catholiques profitèrent de ces divisions. Depuis Cordoue, leur centre opérationnel, ils planifièrent une campagne méthodique, sans précipitation, fondée sur des stratégies de siège prolongé, d'isolement territorial et de pression constante. La guerre de Grenade ne fut pas une série de grandes batailles rangées, mais un processus systématique de réduction des places fortes, une à une, jusqu'à enfermer le royaume nasride dans un étau qui se resserrait année après année. En 1485 tomba Ronda, l'une des villes les mieux défendues de l'ouest grenadin. Peu après, Loja, dont le gouverneur était Zagal lui-même, se rendit après une résistance désespérée. La guerre avança de manière méthodique, éliminant étape par étape les bastions qui structuraient la défense musulmane. En 1487 survint l'un des coups les plus décisifs, la prise de Malaga. La ville, port essentiel et principal point de connexion avec l'Afrique du Nord, résista à un siège impitoyable de plusieurs mois. Sa chute fut la conséquence de la faim, de la maladie et de l'impossibilité de recevoir des renforts. La répression fut sévère, une grande partie de sa population fut réduite en esclavage, envoyant un message clair au reste du royaume nasride. Avec Malaga perdue, Grenade se retrouvait sans accès à la mer et sans possibilité réelle d'aide extérieure. L'avancée castillane se poursuivit avec l'occupation de Baza, Guadix et Almeria, villes que Zagal défendit avec des ressources en diminution et des soutiens de plus en plus instables. Sa défaite fragmenta définitivement le leadership musulman. Boabdil, conscient de la situation, tenta de négocier et de manœuvrer pour préserver ce qu'il restait de son autorité, tandis qu'une partie de la population grenadine commençait à envisager la capitulation comme l'unique issue possible. La capitale, qui pendant 2 siècles avait brillé comme centre culturel, commercial et politique, était isolée, épuisée et encerclée par une armée chrétienne dotée d'artillerie, de contingents bien entraînés et d'un soutien logistique à grande échelle. En 1491, les rois catholiques installèrent un campement permanent à Santa Fe, une ville construite de toutes pièces face aux murailles grenadines. De là, ils dirigèrent le siège final, combinant pression militaire et négociations politiques. Grenade résista avec dignité, mais ses ressources étaient épuisées. Boabdil, comprenant que prolonger la guerre signifiait la destruction totale de la ville et la souffrance extrême de sa population, engagea des contacts directs avec les monarques castillans. Les conditions de la reddition furent négociées pendant des semaines, donnant lieu aux capitulations de Grenade, un accord garantissant le respect de la religion, des biens et des coutumes des musulmans qui resteraient dans la ville. Le 2 janvier 1492, Boabdil remit les clés de l'Alhambra. La cérémonie, sobre mais profondément symbolique, marqua la fin officielle de la reconquête, un processus entamé 7 siècles plus tôt dans les montagnes asturiennes. Les rois catholiques entrèrent à Grenade parmi des étendards, des chants et des processions solennelles, tandis que Boabdil quittait la ville accompagné des siens, s'arrêtant sur la colline, appelée depuis lors le soupir du mort. Avec la chute de Grenade, la péninsule ibérique passa entièrement sous contrôle chrétien, ouvrant une nouvelle étape de réorganisation territoriale, religieuse et sociale, dans laquelle les promesses faites aux musulmans seraient rapidement mises à l'épreuve.